Fin mars 2023, Hiroshi Nishimiya, un cadre de 50 ans en voyage d'affaires en Chine, a disparu dans la nature. Il travaillait depuis 20 ans pour le compte d'Astellas Pharma, l'une des plus grandes sociétés pharmaceutiques du Japon. Peu de temps après, on apprit la raison de sa disparition. Monsieur Nishimiya a été arrêté par la police chinoise. Il était accusé d'espionnage, ni plus ni moins. Depuis 2015, c'est le 18e japonais privé de liberté pour le même chef d'inculpation. Les accusations d'espionnage semblent être devenue la nouvelle diplomatie chinoise des otages. 15 mai 2023, la Chine condamne un citoyen US à la prison à vie pour espionnage. Ce ne sont malheureusement pas des cas isolés, personne n'est à l'abri. Même les cabinets étrangers de conseil ou d'audit sont accusés d'espionnage par les médias d'État, qui ont révélé que des enquêtes les concernant par les agences de sécurité nationale sont en cours. D'après une enquête d'Oxford Analytica, la Chine est devenue le deuxième pays le plus dangereux derrière la Russie en termes de risque politique pour les ressortissants étrangers. C'est l'une des principales raisons de la fuite des capitaux étrangers et du ralentissement des IDE en Chine. Les entreprises étrangères veulent délocaliser leur production hors du pays. C'est une tendance très nette. Alors, au-delà des effets d'annonce dans la presse nationale, les multinationales présentes en Chine sont très inquiètes. Or, depuis le 1er juillet, la loi chinoise sur le contre-espionnage s'est étendue et renforcée. Maintenant, une simple recherche sur les données économiques d'un secteur d'activité suffit à vous rendre suspect d'espionnage. Embêtant si l'on est un employé d'un cabinet de conseil et qu'on réalise une simple étude de marché. Mais surtout, c'est très pratique pour le PCC pour intimider les firmes étrangères. Donc pourquoi est-ce que la Chine a décidé de mettre à jour sa loi de 2014 ? Pourquoi la Chine cherche-t-elle à intimider les multinationales sur son territoire? Et surtout, qu'est-ce que ça implique pour l'avenir du milieu des affaires chinois? Allez, un peu d'histoire. Le verrou législatif. Tout commence en 2014, un an à peine après l'accession de Xi Jinping au pouvoir. La législature chinoise adopte une loi sur le contre-espionnage. La nouvelle loi définit l'espionnage et accorde aux agences de sécurité nationale le pouvoir de saisir des biens. Cette nouvelle loi a remplacé celle sur la sécurité nationale qui est remontée à 93. Elle accorde aux agences de sécurité nationale le droit d'interpeller tout individu suspecté de porter atteinte à la sécurité de l'État. Elle autorisait aussi la saisie de biens matériels et immobiliers ainsi que tout objet de valeur ou dispositif high-tech directement en lien avec la suspicion d'espionnage. Évidemment, dès l'adoption de cette loi, les arrestations se sont multipliées. Par exemple, le 15 juillet 2016, alors qu'il s'apprêtait à embarquer dans un avion pour le Japon, le chercheur Hideji Suzuki a été arrêté. Il ignorait le motif de son interpellation. Il découvrit alors qu'il était accusé d'espionnage. Lors de son procès, il apprit que ce qui avait éveillé les soupçons, c'était lorsqu'il avait posé la question à un collègue, qui était aussi fonctionnaire chinois, s'il avait des infos sur l'exécution de l'oncle de Kim Jong-un. Et même si l'enquête a conclu qu'il n'y avait pas de preuves probantes, il a quand même été condamné à une peine de 6 ans de prison. Le plus dur, ça a été durant les 7 premiers mois de ma détention. Les rideaux étaient fermés dans cette pièce. Je n'ai pu voir le soleil que 15 minutes avec une autorisation spéciale. J'ai pleuré quand je l'ai vu. Hideji Suzuki. En 2017, 4 salariés du North Carolina Geophysical Survey et 2 salariés étrangers d'une entreprise locale ont été détenus. En 2018, en réaction à l'arrestation au Canada de la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, les autorités chinoises arrêtent 2 Canadiens pour espionnage sans une seule preuve. Un exemple flagrant de diplomatie des otages. En fait, Beijing ne comprend pas le principe de séparation des pouvoirs. Aux yeux du régime, c'était une manœuvre canadienne de coercition économique en accord avec Washington. La Chine pensait qu'elle réussirait à obtenir la libération de Madame Meng en tordant le bras à Ottawa pour éviter qu'elle soit extradée aux États-Unis qui la réclamaient. Sauf que la justice canadienne est indépendante et obéit à des règles différentes. Bref, un bourbier diplomatique qui a fini par payer. Madame Meng n'a pas été extradée et les 2 Canadiens ont pu rentrer dans leur pays. Bref, ce ne sont que 3 exemples des arrestations plus ou moins arbitraires d'étrangers travaillant sur le territoire chinois. Mais ces dernières années, le régime chinois a étendu son contrôle sur tous les espaces d'expression, physiques ou virtuels. En 2021, la Cyberspace Administration of China a introduit plein de nouvelles restrictions sur l'exportation de données. Des restrictions qui sont entrées en vigueur le 1er septembre 2022 et qui rendent la vie très difficile à plein d'entreprises. Par exemple, ces réglementations restreignent l'accès des entreprises et des investisseurs étrangers au bilan comptable des entreprises chinoises, aux informations sur les brevets, aux
aux revues académiques ou aux séries statistiques en tout genre. C'est par exemple le cas de la base de données la plus importante de tout le pays, celle gérée par la société Wind Information basée à Shanghai, qui compile une quantité très importante de données économiques. Jusqu'à présent, la plateforme était largement utilisée par les analystes et les investisseurs étrangers. Aujourd'hui, son usage est de plus en plus restreint. Dans le même ordre d'idées, en 2019, un chercheur de l'université d'Hokkaido a aussi été détenu. À l'heure actuelle, pas moins de 5 Japonais sont accusés d'espionnage par les autorités chinoises et détenus en prison. Et puis, il n'y a pas si longtemps, des membres du cabinet de conseil états-unien Bain & Co, basé à Shanghai, ont subi des interrogatoires très poussés. Pareil avec la société de conseil nord-américaine Mintz Group, dont 5 salariés ont carrément été arrêtés. En mars 2023, les autorités chinoises ont annoncé l'ouverture d'une enquête de cybersécurité sur les semi-conducteurs manufacturés par Micron Technology. La justice chinoise a aussi ordonné la perquisition des locaux du cabinet de conseil Capvision. Bref, tous ces événements mis bout à bout prouvent l'obsession de Beijing pour la protection des données qu'elle considère sensibles. La Chine verrouille les informations sur le pays dans une boîte noire. Mais le véritable bond en avant de la loi sur le contre-espionnage, c'est son amendement début 2023. La Chine approuve une large expansion de la loi sur le contre-espionnage. Le 26 avril, l'Assemblée populaire nationale, le principal organe législatif du pays, a approuvé une réforme très importante de sa loi sur le contre-espionnage de 2014. Cette modification a paniqué le milieu des affaires. Les répercussions de cette loi sont dramatiques pour certains secteurs d'activité. Pourquoi ? Le coup de grâce. En fait, cette réforme, elle introduit 5 modifications majeures. La première, c'est que le champ d'application de cette loi est beaucoup plus large qu'auparavant. Tous les documents, toutes les données, tous les articles ou contenus digitaux peuvent potentiellement constituer un risque pour la sécurité nationale. C'est laissé à l'appréciation des autorités. Parce qu'en fait, il n'y a pas de description claire de qu'est-ce qui constitue une menace ou pas à l'intérêt de l'État. Et qu'importe si ces documents sont publics ou privés. Donc c'est l'État qui décide qu'est-ce qui est exploitable ou pas et il ne rend de compte à personne. Ensuite, la deuxième modif concerne le renforcement du contrôle du cyberespace. En gros, la capacité de l'État à censurer les éléments qui, selon lui, on en revient au point numéro 1, lui causent du tort. Troisièmement, les forces de l'ordre ont dorénavant le droit de fouiller les effets personnels et le matériel informatique de toute personne en contact avec des données sensibles. C'est au mieux une intrusion très pénible dans votre vie privée et au pire, c'est potentiellement une situation extrêmement périlleuse pour votre sécurité si vous traitez effectivement des infos sensibles. Un exemple de ce cas de figure, c'est que depuis peu, aux USA, les étrangers doivent fournir à la simple demande de l'agent d'immigration ou des douanes les codes d'accès à leurs réseaux sociaux. S'ils refusent, l'accès au territoire US peut leur être interdit. Retour en Chine. Beaucoup d'entreprises étrangères le savent. Quand elles envoient des salariés en mission en Chine, elles leur fournissent un téléphone portable, un ordi ou une tablette vierge. La quatrième modif majeure, tout citoyen ou toute organisation du pays doit signaler aux autorités s'ils soupçonnent quelqu'un d'être un espion. S'ils ne le font pas, alors ils risquent d'être considérés comme complices. Rien de mieux pour créer la paranoïa et c'est très sournois de la part du régime. C'est vrai que la culture de la délation est beaucoup plus répandue dans les sociétés asiatiques parce qu'elle y est perçue différemment. Mais la possibilité d'être accusé de collusion avec l'ennemi, c'est une motivation supplémentaire pour les Chinois. Les universités étrangers comme moi éviteront désormais d'aller en Chine si nous le pouvons, car des trucs comme les commentaires sur les réseaux sociaux pourraient être considérés comme des preuves d'espionnage aux yeux du gouvernement chinois. Tomoko Ako, membre de l'université de Tokyo. Et finalement, tout individu, et faites bien attention, citoyen chinois ou étranger qui fait l'objet d'une enquête en cours ou dont le départ représenterait un risque de sécurité nationale pourrait se voir interdire de quitter le territoire. D'après Reuters, rien qu'entre 2016 et 2022, ces interdictions ont été multipliées par 8. Donc imaginez un peu les dérives avec cette nouvelle loi. Cette menace alarme les entreprises étrangères parce qu'elles sont directement concernées par cette réforme. La loi n'évoque plus seulement ce qu'on appelle des secrets d'État, c'est un ensemble beaucoup plus large de données et d'informations qui est couvert. Des données et des informations que le régime considère comme sensibles alors qu'elles sont cruciales pour la prise de décision des dirigeants d'entreprise. Les PDG et leurs cabinets ont besoin de connaître les tendances de l'industrie, les habitudes des consommateurs, leur niveau d'épargne, certains types de design industriel, les dépôts de brevets en cours, les données des concurrents et j'en passe. Aujourd'hui, la compilation et la transmission de ces données peuvent vous
emmener à la case prison. Même le simple fait de demander l'accès à ces informations suffit à vous placer sur une liste de suspects. Surtout qu'il y a plein de boîtes qui ont fait de ces études de marché leur spécialité. Audit, consulting et même certains cabinets juridiques. À présent, si ces structures sont étrangères ou qu'elles sont chinoises mais comptent des étrangers parmi leurs clients, leurs collaborateurs ou leur staff, ça rend leur activité, sinon impossible, au moins très risquée. Les informations que ces individus seraient amenés à traiter risquent de leur valoir une incarcération dont la durée peut énormément varier. En plus, dans les procès d'espionnage, c'est l'ensemble de la procédure qui se déroule dans le secret. Vous l'avez compris, avec cette nouvelle loi, même un stagiaire de Deloitte rentre sous le coup de la loi sur le contre-espionnage. Et obstacle supplémentaire, il n'y a même pas besoin de démontrer une volonté de nuire ou une allégeance à une puissance étrangère. La simple manipulation de ces données est déjà considérée comme un risque pour la sécurité nationale, même si on ne les diffuse pas. C'est la porte ouverte à toutes les dérives, en particulier dans une autocratie comme la Chine. Il est devenu encore plus difficile de prévoir l'avenir et les entreprises sont obligées d'être plus prudentes à bien des égards. Kengo Sakurada, président de l'association japonaise des dirigeants d'entreprise. La mise à jour par le PCC de la loi sur le contre-espionnage envoie un signal fort et clair au monde. En Chine, il n'y a rien de tel qu'une société privée. L'État se réserve le droit de saisir arbitrairement n'importe quel bien, voler n'importe quelle propriété intellectuelle, récolter n'importe quelle donnée. Mike Gallagher, républicain, représentant du Wisconsin à la Chambre des représentants et président du comité restreint sur le Parti communiste chinois. Le PCC mobilise tout l'appareil d'État. Même la chaîne publique CCTV a accusé des sociétés de conseil étrangères de porter atteinte à la sécurité nationale. Donc dorénavant, pour éviter d'être accusés d'espionnage, les entreprises, leurs dirigeants et les investisseurs étrangers ne pourront se baser que sur les données officielles publiées par le régime pour prendre leurs décisions commerciales ou de gouvernance d'entreprise. Si ces entités tentent d'obtenir d'autres types d'informations, elles risquent à tout moment d'être accusées d'espionnage. Et c'est pas fini. À présent, quelle que soit la raison invoquée, toute poursuite judiciaire contre le salarié d'une entité privée donne aux agences de sécurité nationale la possibilité de saisir ses effets personnels et son matériel informatique. Au-delà de la violation flagrante du secret des affaires et de la sphère privée, les entreprises étrangères s'exposent au risque du vol de propriété intellectuelle et de ses données commerciales confidentielles. Or, le bilan de la Chine en matière de vol de propriété intellectuelle est pas particulièrement brillant. Donc, autant vous dire que le milieu des affaires est très inquiet des répercussions qu'engendrera cette loi sur ses activités. Nos chefs d'entreprise doivent retirer leur bandeau de soie et réaliser que les récentes descentes de police visant les sociétés états-uniennes Payne & Meats ne sont pas ponctuelles, mais font partie d'une longue et fière tradition d'escroquerie. Mike Gallagher, républicain, représentant du Wisconsin à la Chambre des représentants et président du comité restreint sur le Parti communiste chinois. Le Congrès devrait adopter une législation autorisant les Securities and Exchange Commission à limiter les flux de fonds vers la Chine. L'effort doit bénéficier d'un soutien bipartisan. George Soros, investisseur multimilliardaire et philanthrope. Bon alors, à part s'aliéner les milieux d'affaires internationaux, qu'est-ce que gagne exactement le régime chinois? C'est pas très clair. Mais par contre, on peut s'intéresser à ce qui motive le régime chinois et pourquoi il se méfie tant de l'étranger. Déjà, comme l'explique Teng Biao, un défenseur des droits de l'homme, dissident politique, avocat et professeur à la Zhongguo Zhongfa Daxue, l'université chinoise de sciences politiques et de droit à Beijing, le régime est obsédé par son contrôle sur la société chinoise et veut neutraliser toute influence étrangère. Or, les entreprises étrangères peuvent servir d'instruments aux puissances étrangères et contribuer à leur pouvoir de nuisance. Ensuite, le régime veut contrôler le discours sur l'état réel de l'économie chinoise. Comme on t'en parle dans cette vidéo en haut à droite, elle fait face à plusieurs difficultés majeures. La bulle immobilière menace d'éclater, le chômage chez les jeunes bat des records, les investissements étrangers ralentissent à raison et l'État injecte de plus en plus de liquidités dans l'économie pour lui maintenir la tête hors de l'eau. Sauf que c'est pas viable à long terme. Et finalement, on est forcé de reconnaître que l'industrie chinoise a réalisé des progrès considérables ces dernières décennies, à force de rétro-ingénierie, d'investissements massifs et de réimmigration des cerveaux. Aujourd'hui, la Chine veut à tout prix éviter que ces progrès industriels, que ces secrets d'ingénierie soient dépecés et étudiés par ses rivaux commerciaux. Bon, mais du coup, entre les inquiétudes du régime chinois, la loi sur le contre-espionnage, les suspicions visant les entreprises et les professionnels étrangers sur le territoire et l'état global de l'économie chinoise, quels sont les objectifs commerciaux de la Chine? Cherche-t-il à effrayer les investisseurs étrangers et à verrouiller l'économie du pays? Eh ben, il est là le paradoxe, c'est tout le contraire. Un accueil chaleureux, vraiment?
c'est certainement pas le premier trou d'air entre le régime chinois et les milieux d'affaires. Par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, le régime a mis au pas les GAFAM chinois, les BATX pour Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi qui menaçaient l'emprise du PCC sur le pays. Ça avait commencé fin 2020 quand le régime a fait capoter in extremis l'introduction à la bourse de New York de la branche financière d'Alibaba, Ant Financial, suite à des critiques voilées du PDG et fondateur Jack Ma adressées au PCC. Il a lui-même disparu des radars pendant plusieurs mois avant de réapparaître au Japon où il réside aujourd'hui. Il s'est aussi fait très discret et n'a plus de contrôle opérationnel de ses entreprises. Bref, c'est à partir de ce moment-là que le régime lance une campagne de normalisation de son économie en adaptant la législation, en dressant des amendes records et en imposant des limites et des interdictions à plein d'entreprises chinoises pour mieux contrôler leur activité. Il s'agissait moins de renforcer l'emprise du régime que de neutraliser la progression et la montée en puissance des entreprises privées qui venaient défier le règne du PCC. Pas longtemps après, le 17 août 2021, la Chine lance le plan pour la prospérité commune qui vise à garantir une meilleure redistribution des richesses. Ça, c'est l'emballage idéologique. Il s'agissait surtout de limiter les avantages excessifs dont bénéficiaient de très nombreuses entreprises. En gros, le PCC s'est attaqué au portefeuille des sociétés chinoises. En parallèle, le régime a implémenté une nouvelle mesure pour que chaque grande entreprise compte dans son organe de gouvernance un représentant du parti. Il peut superviser et participer aux prises de décision collégiales. Ce ne sont là que 3 exemples, mais qui sont assez représentatifs de la reprise en main par le régime des milieux d'affaires chinois. La loi sur le contre-espionnage vient s'ajouter à l'arsenal du parti. Donc, avec ce crackdown des autorités chinoises sur le tissu économique du pays, est-ce qu'elles risquent pas de faire fuir les entreprises étrangères ou chinoises à capitaux privés? Eh bah, visiblement, non. Parce que cette loi sur le contre-espionnage vient se heurter à 2 autres grandes priorités de l'État. Déjà, faire de la Chine un poids lourd économique mondial. Enfin, plus qu'elle ne l'est déjà. Et surtout, encourager les IDE pour dynamiser son économie et surtout la diversifier et la moderniser. Tout le monde souhaite que nous investissions plus. Il semble que la main gauche ne sache pas ce que fait la main droite. Jörg Wuttke, ex-président de la Chambre de commerce de l'Union européenne en Chine. Li Qiang, le Premier ministre, est en pleine campagne pour améliorer l'image de la Chine à l'étranger et pour promouvoir l'investissement. Il répète à tout va que la Chine est ouverte aux affaires. Le gouvernement chinois n'a cessé d'affirmer qu'il accueillait favorablement des investissements étrangers. Cependant, une vague d'actions récentes ciblant des entreprises états-uniennes en Chine a envoyé le message contraire. Michael Hart, président de la US Chamber of Commerce in China. C'est l'une des grandes contradictions du régime. L'incertitude a atteint un tel niveau qu'une récente enquête sur le climat des affaires réalisée par la Chambre de commerce états-unienne en Chine a déterminé qu'une majorité des entreprises US ne voient plus en la Chine une destination prioritaire pour leurs investissements. Oui, la Chine continuera d'être un pays clé dans leur stratégie de croissance, ne serait-ce que pour la taille de son marché. Les investissements continueront d'entrer, mais l'hégémonie chinoise semble de plus en plus contestée. En gros, on passe d'une logique d'utiliser la Chine comme un accélérateur de croissance pour pénétrer encore plus de marchés internationaux à celle d'envisager le marché chinois comme un marché de plus à conquérir. Et ça, c'est pas bon pour la Chine. Voici quelques données pour appuyer notre discours. Le chômage bat des records chez les jeunes et parmi eux, près de 12 millions ont des diplômes universitaires. Donc la crise de l'emploi affecte les cols bleus, mais aussi les cols blancs. Il n'y a pas que l'appareil productif national qui est grippé, et ce, malgré le vieillissement de la population. Faut savoir qu'en Chine, rien qu'au cours des 3 dernières années, la population active a baissé de plus de 40 millions de personnes. Et il y a aussi des indices qui ne trompent pas. Les temples et autres lieux de culte ont vu leur fréquentation multipliée par 4, et la moitié des visiteurs sont des jeunes nés après 1990 qui prient pour un emploi. C'est pas une blague, hein? La situation est si délicate que l'État récrimine publiquement contre les diplômés universitaires au chômage qui n'acceptent pas d'emploi dans la construction, l'agriculture ou l'hôtellerie. Et c'est loin d'être un problème isolé.
La deuxième économie mondiale n'est pas en plein essor dans tous les domaines. Les dépenses de consommation augmentent, mais le secteur manufacturier recule et les bénéfices industriels chutent. La croissance des revenus des ménages est faible et le chômage des jeunes est proche du record toutes périodes confondues. Voilà, la réforme de la loi sur le contre-espionnage ne répond pas aux défis qui attendent la société chinoise, mais elle risque au contraire de les aggraver. Les entreprises du tertiaire pourraient absorber une partie de la classe active diplômée, mais l'environnement des affaires n'est actuellement pas des plus propices. Or, c'est précisément en ce moment que le milieu des affaires chinois a besoin d'investissements, notamment depuis l'étranger. C'est même plutôt le contraire qui est en train de se passer, avec une fuite des capitaux chinois qui s'accélère, comme on a pu le voir dans cette vidéo sur Singap, la nouvelle destination des grosses fortunes chinoises. Et puis, les entreprises étrangères, elles aussi, sont en train de relocaliser leur activité à l'extérieur de la Chine, dans des pays de l'Asie du Sud-Est qui offrent une main-d'œuvre moins chère et surtout plus de garanties juridiques et moins de risques pour leurs cadres expatriés. La gestion de la pandémie, la fermeture des frontières et les interférences de l'État chinois dans les affaires effraient les multinationales. À présent, avec la loi sur le contre-espionnage, ça ne va faire qu'empirer. Voilà, maintenant, à toi. Est-ce que les entreprises étrangères devraient continuer d'investir en Chine? Vont-elles finir par baisser les bras et quitter le pays? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires. Oublie pas de t'abonner, de liker et de partager si cette vidéo t'a plu. Merci pour ton écoute et à bientôt. 谢谢，再见。